Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Beaucoup de plaisir à vous accueillir ici à Orléans, dans cette très belle salle. C'est un moment un peu particulier pour nous, parce que la dernière fois où on a été présents dans cette salle ensemble au titre d'Antea, c'était pour les 10 ans de l'entreprise. J'en discutais tout à l'heure avec des anciens de la maison. On va fêter nos 30 ans l'année prochaine, si tout va bien. 10 ans, l'ensemble de l'entreprise était rassemblée ici, pouvait être présente. On était un petit peu moins de 500, je pense, Jean-Michel. Et on est dorénavant 1000. Voilà, donc il va falloir trouver une autre salle pour l'année prochaine. Voilà, un moment important. On est très heureux de vous retrouver pour notre 4e conférence sur les impacts climatiques. On a eu le plaisir d'accueillir pour les 3 premières Jean Jouzel, Laurent Bopp, Florence Abetz. Et vous le savez, on a eu le souci, au fur et à mesure de ces réunions, et bien finalement, de passer du niveau le plus global pour, petit à petit, descendre sur les impacts au niveau de l'Hexagone et ce qui pouvait toucher directement les métiers d'Antea. Alors l'eau a été très présente sur les 3 premières conférences. Et là, nous avions le souci aussi d'aller sur des thématiques un tout petit peu différentes. L'eau reste là, hein, mais on voulait toucher aussi à des impacts sur nos métiers d'infrastructure en particulier. Et donc, on a le plaisir ce soir d'évoquer, de traiter du problème, du sujet de la montée des eaux et du risque de submersion. On est présent ici à Orléans parce que notre intervenant ce soir, Gonéry Lecozané, que je vais inviter à me rejoindre sur scène, notre intervenant est issu du BRGM, depuis 2006 présent au BRGM. Vous êtes Gonéry, je vais essayer de ne pas dire de sottises, vous êtes dans l'équipe risque côtier et changement climatique, et à ce titre-là, vous êtes un intervenant de premier ordre sur ces sujets en France, et vous faites partie de l'équipe scientifique française du GIEC, finalement. Vous êtes intervenu sur ce 6e rapport. Et ce que l'on souhaite ce soir, c'est que finalement, vous nous fassiez une synthèse de ces travaux. Quels sont les impacts pour nous en France? Il y a quelques semaines, premier immeuble qui a été détruit, c'est le Signal à Soulac. Et symboliquement, c'est fort. Là aussi, on voit que ce changement climatique, il nous impacte. Et ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment ça va se passer pour nous dans les années à venir, dans les 10 prochaines années. Je vais maintenant vous laisser la parole. Merci pour cette introduction. Merci d'être venu à Orléans donc, pour cette présentation sur l'élévation du niveau de la mer, les risques côtiers associés et le changement climatique. Donc là, la présentation que je vais faire aujourd'hui, elle est essentiellement basée sur des éléments qui sont dans le rapport du GIEC, qui est sorti en 2022, sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation. C'est celui auquel j'ai contribué. Bon, j'illustre cette présentation avec deux photos, en fait. La première, c'est une photo après Xynthia qui a été prise par mes collègues Manuel Garcin, Rodrigo Poderoros, etc. Ils sont allés sur le terrain juste après la tempête et ils ont constaté en fait, des dégâts qui allaient bien au-delà de la faute sur mer. En fait, là, c'est la tranche sur mer. Vous voyez des maisons à peine finies qui ont été érodées après la tempête parce que la dune a reculé brutalement d'une vingtaine de mètres. Et puis l'autre site, vous le connaissez aussi, c'est Venise. C'est un site emblématique du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, et on va l'évoquer dans cette présentation. Et tout d'abord, je vais vous présenter très rapidement le rapport du GIEC, donc de manière un petit peu globale, pour dire qu'est-ce que c'est en fait ce rapport. Donc ce rapport, c'est une commande des gouvernements. Depuis la fin des années 80, les gouvernements demandent aux scientifiques de s'organiser pour faire la synthèse des connaissances sur le climat, sur les moyens de s'adapter, les moyens de l'atténuer. Et ces rapports-là, en fait, sont très cadrés. C'est sous l'égide de l'ONU et puis de l'Organisation mondiale de la météorologie. Ils doivent être non prescriptifs. On ne recommande rien. On ne fait qu'analyser les conséquences de décisions. Également, en fait, il y a la question d'exhaustivité. On doit vraiment traiter tous les sujets et puis présenter les choses de manière neutre. Donc là, dans le 6e rapport du GIEC, celui qui s'est étalé de 2014 à 2023, on a 3 rapports spéciaux, un sur les terres, un sur les 1,5 degré, un sur l'océan et la cryosphère, donc je vais reprendre des éléments de ce rapport spécial ici, et les 3 fameux rapports d'évaluation sur les sciences du climat, 2021, sur les impacts, adaptation et vulnérabilité, c'est celui auquel j'ai contribué, 2022,
et sur l'atténuation. Donc moi, ma contribution plus particulière, c'était dans les chapitres sur l'Europe, la Méditerranée, et puis également une synthèse sur le niveau de la mer qui est intégrée dans le chapitre océan. Et il y a 10 jours, vous avez eu en fait un dernier rapport qui est paru, c'est le rapport de synthèse, qui présente en fait toutes les conclusions de l'ensemble de tous ces rapports. Donc ce rapport de synthèse, il est vraiment très synthétique. Son résumé aux décideurs est approuvé ligne par les gouvernements. C'est quand même intéressant de le regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer finalement de ce rapport du GIEC. Ça prend quelques heures à le lire, mais c'est très intéressant. Et pour donner une idée un peu de l'effort, voilà, ces 3 rapports d'évaluation, c'est 720 scientifiques de 90 pays. Le rapport auquel j'ai contribué, c'est 270 scientifiques, appuyés par presque 700 auteurs-contributeurs, qui ont analysé plus de 34 000 publications. Donc moi, une publication sur un sujet que je connais, je peux à peu près entre 2 heures et 4 heures à l'analyser. Et puis également, en fait, on a reçu 64 000 commentaires de nos collègues reviewers et puis des gouvernements auxquels on a répondu individuellement. Donc quand vous avez un rapport du GIEC, voilà, vous avez toute cette connaissance qui s'est agrégée et tous les efforts qui ont été faits entre les différentes communautés, sociologues, géographes, économistes, pour arriver à des conclusions. Quand vous avez une confiance haute sur une évaluation, c'est intéressant quand même de le regarder. Et alors une première conclusion du rapport du GIEC, c'est que le changement climatique qu'on a aujourd'hui, les 1,1 degré de réchauffement climatique que l'on voit aujourd'hui dans les mesures par rapport à la période pré-industrielle, ils sont causés en totalité par les émissions de gaz à effet de serre. Ça, on le voit sur la figure de droite. Vous voyez, en fait, la courbe en noir, ce sont les observations, de température. Et puis, vous avez deux courbes. Une première en orange, qui représente bien les observations. Ce sont des modèles de climat qui ont été forcés avec les cycles solaires, les émissions de gaz à effet de serre, également les émissions de poussière, et puis les éruptions volcaniques, qui peuvent tout influer sur le climat. Vous voyez que ces simulations qui prennent en compte tous les phénomènes représentent bien les observations. En revanche, si vous retirez les phénomènes d'émissions de gaz à effet de serre et d'aérosols, vous obtenez les simulations en vert qui sont incapables de représenter le signal observé. Donc ça, c'est un élément de preuve que le réchauffement climatique que l'on observe actuellement, il est en fait créé par l'humain. En fait. Ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat. Et ce réchauffement lié aux émissions de gaz à effet de serre est partiellement modéré par les émissions d'aérosols dans l'atmosphère. Et ce changement, il est vraiment sans précédent depuis au moins 2000 ans, et puis en fait bien plus que ça, parce que vous voyez en fait sur la courbe de gauche des reconstructions des températures sur la base d'indices paléoclimatologiques, et puis en fait cette brutale remontée des températures depuis une centaine d'années qui est sans précédent en fait. Donc ça, c'était vraiment une conclusion extrêmement forte du groupe 1. Et le groupe 2 auquel j'ai contribué, ce sont les risques. Et la bonne nouvelle, c'est que les risques dans le groupe 2, si vous travaillez sur les risques, eh ben, vous reconnaissez l'approche classique que l'on a toujours pour évaluer les risques, l'aléa, qui rencontre des enjeux qui sont plus ou moins vulnérables. Et qu'est-ce que c'est l'aléa climatique? C'est d'une part les vagues de chaleur, les risques sur les ressources en eau, les inondations liées à la fois aux pluies plus intenses, parce qu'on a une capacité de stockage dans l'atmosphère de vapeur d'eau qui est plus importante pour chaque degré de réchauffement climatique, et aussi liée à l'élévation du niveau de la mer, c'est de ça qu'on va parler. Sur la vulnérabilité, voilà, je prends 2 minutes pour le rappeler, hein, dans le rapport du GIEC du groupe 2, on a quand même 2 signaux très forts. Hein. On a 3 à 3,5 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans des contextes hautement vulnérables, donc beaucoup en Afrique, en Asie, etc., mais également en Europe, les personnes âgées, les personnes isolées socialement, les personnes qui sont fragilisées économiquement. Et puis sur la question des écosystèmes, on a actuellement 1 million d'espèces, un total estimé d'1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction, sur un total estimé de 8 millions d'espèces. Et avec 4 degrés de réchauffement climatique, on peut aller jusqu'à la moitié des espèces qui sont menacées d'extinction. Donc on a également là une vulnérabilité qui est très forte, une exposition qui augmente avec la pression sur les terres, l'expansion urbaine, et des réponses. Réduire les risques, c'est l'adaptation, limiter le changement climatique, c'est l'atténuation. Mais en fait, des fois, c'est de la maladaptation. Qu'est-ce qu'on appelle la maladaptation? Ce sont soit en fait des actions d'adaptation qui finalement ne s'avèrent pas si bénéfiques que ça, et on va en voir dans le côtier, et puis aussi des développements qui n'ont absolument pas pris en compte le changement climatique. Donc on va examiner tout ça pour le cas du côtier ici,
Et on va s'intéresser dans un premier temps à l'élévation du niveau de la mer. Donc là, vous avez le marégraphe de Brest, en fait. C'est un marégraphe qui est très intéressant parce qu'il y a des données qui remontent au XVIIe siècle. Donc c'est une des séries temporelles les plus longues. Elle est quasiment continue depuis le début du XIXe siècle. Et elle est très intéressante pour l'étude de l'élévation du niveau marin. Alors, les observations que l'on a en fait ici montrent que l'élévation du niveau de la mer s'accélère. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette figure ? En fait, vous allez prendre d'abord la figure de gauche. La figure de gauche, vous avez en fait tous les tracés pointillés, ce sont des reconstructions de niveau de la mer sur la base d'observations. Les observations avant 1993, avant les satellites altimétriques, ce sont les marégraphes qui sont distribués de manière non uniforme autour du globe. Donc, c'est pour ça en fait qu'on a diverses estimations des observations depuis 1900. Et ce que vous avez en bleu, avec la courbe bleue, disons, solide ici, ce sont des reconstructions de modèles de climat qui reproduisent l'expansion thermique des océans. L'océan se réchauffe, il se dilate, les fontes de glaciers et puis les fontes de glaciers marginaux autour des calottes de glace. Et vous voyez en fait que l'observation, ce qu'on observe de l'élévation du niveau de la mer est plutôt cohérent avec les modèles, mais quand même plutôt sur la période récente, en fait, depuis 1960. Avant 1960, en fait, les modèles de climat n'arrivent pas à reproduire toute l'élévation du niveau de la mer qui s'est produite. Et ça, on pense qu'on sait pourquoi. On pense que c'est lié en fait à de la fonte de glaciers au Groenland dans les années 1930 notamment. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est que depuis 1993, la période altimétrique, où on a ces satellites qui surveillent l'élévation du niveau de la mer en continu, on a un très bon accord entre les modèles de climat et les observations d'élévation du niveau de la mer. Et on a une accélération, puisque en fait, au XXe siècle, on avait 1,4 mm par an d'élévation du niveau marin, et aujourd'hui, on est à 4 mm d'élévation du niveau de la mer actuellement. On a eu 20 cm d'élévation du niveau de la mer depuis la fin du XIXe siècle, et on va avoir 20 cm de plus dans les 30 prochaines années. Donc on a vraiment une accélération. Voilà. Donc les causes de l'élévation du niveau de la mer, je les ai un peu évoquées. En fait, c'est principalement lié au changement climatique. C'est l'expansion thermique des océans. L'océan se réchauffe, il se dilate. La fonte des glaciers de montagne. Donc les glaciers de montagne, on sait qu'ils vont continuer à fondre, mais ils ne représentent pas non plus voilà, ça va être au maximum une trentaine de centimètres d'élévation au niveau de la mer. Et puis les deux grosses inconnues, c'est l'Antarctique et le Groenland. Donc ces deux grosses calottes de glace. L'Antarctique représente 7 mètres d'élévation au niveau de la mer. Pardon, c'est le Groenland qui représente 7 mètres d'élévation au niveau de la mer, et l'Antarctique plus de 60 mètres. Évidemment, ces calottes ne vont pas fondre en quelques années, ni même en quelques siècles. Elles vont probablement mettre quelques millénaires à fondre, si elles fondent en totalité. Et il y a des contributions supplémentaires à l'élévation du niveau de la mer qui sont notamment en fait, les eaux souterraines et les eaux de surface. Vous construisez des barrages, vous retenez de l'eau sur les continents, ça contribue à la baisse du niveau marin. Vous pompez des eaux dans le sous-sol, notamment au Pakistan, en Californie. Cette eau finit par se retrouver dans les océans et elle contribue à l'élévation du niveau de la mer. En fait, les deux phénomènes se compensent. Alors sur cette figure, il y a également des choses qui sont représentées qui concernent les événements extrêmes. Donc pendant les tempêtes, les pressions atmosphériques baissent, et donc vous avez le plan d'eau qui s'élève, c'est la surcote atmosphérique, le vent qui peut pousser les masses d'eau vers la rive, donc c'est la surcote liée au vent, les vagues qui déferlent avec une surélévation du plan d'eau tout près de la côte, c'est ce qu'on appelle le wave setup, et enfin ce fameux jet de rive ou swash qui est en fait le va-et-vient des vagues résiduelles sur la plage. Donc ces événements extrêmes, on va en parler évidemment, puisque en fait, on a à la fois un phénomène très lent à l'élévation au niveau de la mer, mais qui se superpose avec ces phénomènes extrêmes. Alors là, on a vu tout à l'heure que nos modèles de climat ils représentaient bien le passé, et pour l'avenir, tout va dépendre de deux choses. La première chose, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre, et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va se passer en Antarctique et au Groenland. Alors là, quand vous regardez ces courbes, vous avez les projections de niveau de la mer jusqu'à 2100. Avec en bleu des scénarios en fait, très ambitieux de réduction de gaz à effet de serre. C'est l'accord de Paris, c'est les 1,5 degré ou les 2 degrés. En jaune, c'est un scénario qui correspond à peu près aux engagements des États. Ça nous amène à 3 degrés en 2100. Et c'est en fait un scénario où vous atteignez à peu près 60 cm ou un peu plus en 2100. Et puis en rouge, ce sont des scénarios où on échoue à mettre en place ces politiques publiques. On arrive plutôt autour de 4 degrés en 2100. Et là, on approche du mètre en 2100. Mais le problème, c'est que 2100, ce n'est qu'une étape du problème. En fait, le niveau de la mer continue à monter pendant des siècles. Et dans un scénario à forte émission de gaz à effet de serre,
l'élévation du niveau de la mer en 2300, elle est entre 2 mètres et 7 mètres, sans pouvoir exclure 15 mètres. Alors qu'est-ce que c'est 15 mètres? C'est si on a effectivement un effondrement rapide des calottes de glace en Antarctique. Et en fait, bien avant 2300, on a cette petite courbe en pointillé qui a été beaucoup commentée, notamment au niveau des États. Un scénario peu probable, mais à fort impact de l'élévation du niveau de la mer. Ce scénario, c'est un effondrement de l'Antarctique, en fait. C'est une fonte très rapide de l'Antarctique. Et à ce moment-là, on ne peut pas exclure 1,70 m en 2100 et puis quelques mètres en 2150, en fait. Donc on a vraiment en fait, une très grande fourchette de projection d'élévation de niveau marin. Ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement qu'est-ce qui peut nous amener vers telle ou telle valeur. Et puis aussi de constater que tout ne se passe pas en 2100. Bien avant 2100, on aura 20 cm de plus d'élévation du niveau de la mer dans les 33 prochaines décennies. Alors quand on regarde en fait nos deux calottes de glace là, qui sont quand même une inconnue, qui pose beaucoup de questions, en fait les deux sont très différentes. Là ce que vous avez c'est la topographie en dessous de la calotte de glace du Groenland et de l'Antarctique. Tout ce qui est en bleu ce sont des zones qui sont en dessous du niveau de la mer. Donc vous voyez que le Groenland en fait, la plus grande partie de la calotte et puis surtout la partie qui est proche de la côte, elle est au-dessus du niveau de la mer. Donc ce qui compte en Groenland, c'est beaucoup en fait la météo, c'est les bilans de surface, c'est les précipitations moins la fonte. En Antarctique, c'est très différent. Vous avez toute une partie de l'Antarctique où la calotte est en contact direct avec la mer. Ce sont des calottes marines. Et ces calottes marines, en fait, en Antarctique, il fait beaucoup plus froid qu'au Groenland. En fait, il y a très peu de fonte en surface. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, en fait, quand on regarde les calottes du Groenland, en fait, on peut suivre par des techniques satellitaires d'interférométrie radar, on peut suivre le déplacement que cette plateforme de glace est soumise à la marée. Donc elle se déplace alors que celle-ci non. Donc on peut suivre cette ligne d'échouage entre la calotte et l'océan. Et on voit qu'il recule. Et en fait, il y a un phénomène, ce sera auto-entretenu. Tant que la calotte suivra en fait, cette pente descendante vers le centre de la calotte, eh bien, ce phénomène ne pourra pas s'arrêter. Il faudra revenir sur un prochain pic pour pouvoir stabiliser à nouveau la calotte sur un nouveau point d'équilibre. Donc ça, c'est un premier phénomène qui est observé, qui est pris en compte dans nos trajectoires. Mais il y a un deuxième phénomène qui est que, en fait, avec le réchauffement climatique, on va avoir probablement de plus en plus de fonte en surface en Antarctique. Si on en a beaucoup, ça va favoriser le crevassement et probablement même former des crevasses qui seraient trop hautes pour être stables. Alors j'ai dit probablement, en fait, c'est pas probablement. C'est si ça se passe, effectivement, on aura des falaises de glace qui seront trop hautes pour être stables et des possibilités de recul très rapide de la calotte. Mais en fait, on ne sait pas la probabilité de cet événement. Et tout ce qui est sûr, c'est que si ça se produit, eh bien, c'est là que vous pouvez avoir des scénarios d'élévation du niveau de la mer extrêmement rapides qui vous amènent bien au-delà du mètre en 2100. Donc vous voyez en fait vraiment ces deux inconnus, l'Antarctique et le Groenland, et vous allez voir qu'en fait on continue à parler de l'Antarctique jusqu'à ce qu'on arrive sur les milieux côtiers qu'on connaît bien, Dunkerque, Palavas-les-Flots, Noirmoutier, etc. Bon, quand on fait des projections du niveau marin, en fait ce qu'on fait c'est qu'on superpose toutes les contributions à l'élévation du niveau de la mer qui ont toute une empreinte régionale différente. Bon là ce que vous pouvez voir c'est pour deux scénarios, un scénario à faible émission, un scénario à forte émission. Vous avez la fonte des glaciers de montagne, c'est beaucoup des glaciers qui sont proches des pôles, l'expansion thermique, l'Antarctique et le Groenland, et puis les masses d'eau souterraines. Alors, l'effet régional lié à l'expansion thermique, c'est lié au fait que l'océan ne se réchauffe pas de manière uniforme, et donc les zones qui se réchauffent davantage, il y a davantage d'élévation au niveau de la mer, davantage d'expansion thermique. Pour le Groenland et l'Antarctique, c'est différent. C'est le fait que vous perdez des masses près des pôles, et en fait, ces masses sont tellement importantes que le champ de gravité de la Terre se modifie. Donc vous modifiez la forme de la Terre. Et en fait, l'eau qui fond près des côtes se retrouve plutôt loin de la source, près de l'équateur. Donc vous avez une élévation du niveau de la mer qui est plus importante au niveau de l'équateur, lorsque vous regardez les projections, que près des pôles. Auprès des pôles, vous avez même une baisse du niveau marin. Et puis enfin, vous avez ces phénomènes de mouvements verticaux du sol. Donc on a par exemple de la subsidence sur la côte est des États-Unis, c'est lié à l'ancienne calotte qui reposait sur le Canada, qui s'est retirée. En fait, le bourrelet qui était en marge de cette ancienne calotte de glace, aujourd'hui s'enfonce, et donc en Virginie, à côté de Washington, on a de la subsidence. Au contraire, au Canada, on a le sol qui rebondit.
Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour la plupart des zones habitées, les courbes que j'ai montées précédemment, les courbes d'élévation du niveau de la mer globale, en fait, c'est à peu près ça, en fait, à plus ou moins 20%. Tous ces phénomènes régionaux, ils ne font que modifier de plus ou moins 20% les projections globales dont j'ai parlé précédemment. À l'exception des scénarios à l'exception de tout ce qui est mouvement verticaux du sol, où là, c'est très particulier. Donc maintenant, on va parler de risque côtier et d'élévation du niveau de la mer. Donc ça, c'est une ville côtière en Corée, en fait, dans laquelle on a à peu près tout, parce qu'on a des zones basses, on a une barrière estuarienne, pour protéger contre les inondations et puis contre les intrusions salines. On a une réserve d'oiseaux majeure, des problèmes d'expansion urbaine, et donc beaucoup de choses à considérer quand on va s'intéresser à l'élévation du niveau de la mer. Alors ce qu'il faut voir effectivement, c'est que, ça, beaucoup d'entre vous le savent encore beaucoup mieux que moi, je pense. On parle beaucoup d'élévation au niveau de la mer, mais on a beaucoup d'autres enjeux sur les estuaires et les côtes. On a les sécheresses, voilà, l'augmentation des températures avec des conséquences pour la biodiversité marine et terrestre, la salinisation, l'eutrophisation, l'hypoxie, l'acidification, des enjeux derrière d'agriculture, les intrants, limiter les intrants, les nitrates, les phosphates, etc. Et donc des changements environnementaux qui sont majeurs sur toutes ces zones et qui ne vont pas s'arranger avec le changement climatique. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, si on regarde en fait ce qui s'est passé au XXe siècle, ce sont quand même les activités humaines et les processus naturels qui étaient le principal vecteur de changement dans les zones côtières. C'est aujourd'hui, en fait, c'est actuellement qu'on voit de plus en plus des effets du changement climatique et notamment de l'élévation du niveau de la mer. Bon, pour ce qui est de l'augmentation des températures de l'eau et puis des effets sur la biodiversité marine, il y a quand même des évidences depuis une trentaine d'années, mais pour l'élévation du niveau de la mer, on commence tout juste à voir les impacts. Donc on a des phénomènes naturels, les courants marins, les tempêtes, le transport sédimentaire, et puis des interventions humaines qui ont en fait des effets majeurs sur l'évolution du trait de côte et sur les risques côtiers. Et si on se place en fait un petit peu dans le temps, si on essaie de voir à quel moment en fait nos aléas induits par l'élévation du niveau de la mer vont émerger de la variabilité naturelle, on peut en fait avoir ce schéma-là en fait. C'est-à-dire qu'on est à la veille aujourd'hui où on commence à observer des submersions chroniques à marée haute. C'est l'image que vous voyez en bas à droite, qui est juste derrière le logo d'Antea, je suis désolé. En fait, il y en a beaucoup aux États-Unis, en fait, des submersions marines comme ça, parce qu'il y a la subsidence, le sol s'enfonce, et le niveau de la mer monte plus rapidement qu'ailleurs. Ça paraît rien, c'est juste quelques jours par an, effectivement, des marées qui vont couper des ports, des infrastructures. En fait, nos collègues américains nous disent que c'est des coûts importants, c'est des infrastructures qui sont indisponibles, des choses à corriger. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on voit beaucoup aux États-Unis, très peu en France, alors qu'en fait, c'est juste devant nous. Je vais en parler un tout petit peu derrière. Le deuxième risque, ce sont les submersions marines lors de tempêtes. Alors là, par contre, en France, on connaît bien parce qu'il y a eu Xynthia. Et effectivement, on a pris des mesures pour les plans de prévention des risques pour se préparer à ce type d'événement. Ensuite, il y a une accentuation de la salinisation, une aggravation de l'érosion qu'on voit plus tard au cours du XXIe siècle, en fait. Même s'il y a quelques sites très particuliers, très sensibles, isolés d'un point de vue morphosédimentaire, où on peut penser que l'élévation du niveau de la mer joue déjà un rôle important sur l'érosion, peut-être quelques îlots en Nouvelle-Calédonie, à l'intérieur du lagon, etc. Et puis enfin, la submersion permanente. Quand on parle d'élévation du niveau de la mer, on imagine la submersion permanente de sites. Ça, c'est peut-être quelque chose qui interviendra dans les sites qu'on n'aura pas protégés, et peut-être plutôt à long terme, en fait. Voilà, plutôt à la fin du XXIe siècle ou au-delà. Donc là, on s'est placé un peu dans le temps, et puis évidemment, tout est différent selon les sites côtiers particuliers. Il y en a certains sur lesquels on verra bien avant les effets de l'élévation du niveau de la mer, et d'autres, en fait, où ça interviendra peut-être un peu plus tard. Mais enfin, on a quand même ce sujet des submersions chroniques à marée haute, et là, par exemple, on a fait une étude donc, sur la Guadeloupe avec mes collègues du BRGM, sur un site donc, qui est le Petit Cul de Saquemarin, qui est situé entre Pointe-à-Pitre et Jarry. Donc Jarry, c'est un port, c'est une zone industrielle, économique et puis commerciale. Et c'est construit sur une ancienne mangrove. Et c'est tout vraiment très bas. Et en fait, depuis quelques années, en fait, on est alerté sur des événements de submersion qui, aujourd'hui, selon ce qu'on a pu étudier, ne semblent pas encore liés à l'élévation du niveau de la mer. C'est peut-être plus des problèmes d'évacuation d'eau et puis d'hydrogéologie. Mais par contre, on est vraiment à la veille de voir ces submersions chroniques à marée haute, tout simplement parce que le niveau de la mer se superpose à la marée. Et la courbe que vous voyez à droite, c'est le nombre de jours par an où on aura de la submersion marine au cours du XXIe siècle sur des sites dont l'altitude est de 0,5 mètres dans le référentiel local IGN 88. Et ces sites-là, ce sont les sites que vous voyez ici, dont la vulnérabilité est forte, en rouge.
Bon, au début, ça va être des sites pas très importants, et puis de plus en plus, ça va devenir de plus en plus important. Il y a même une partie de l'aéroport qui est concernée. Donc là, on a vraiment un sujet majeur. Et c'est vrai qu'en France, on regarde beaucoup les événements extrêmes. C'est le post-Xynthia. Hein. Mais cette question-là, des submersions chroniques à marée haute, on n'est probablement pas prêt, alors qu'il y a des enjeux vraiment considérables sur les ports. Alors, sur les submersions lors de tempêtes, voilà, aujourd'hui, en fait, si on regarde les projections climatiques, on a très peu de suggestions. Voilà, en général, on considère quand même que les tempêtes météorologiques, le fait d'avoir du vent, des vagues, etc., ça va être peu influencé par le changement climatique. Il y aura peut-être même une petite réduction de ce type d'événement sur la métropole. Mais c'est vraiment très faible. En fait, vraiment, le principal vecteur de l'aggravation des risques côtiers, c'est l'élévation du niveau de la mer. C'est le fait que quand vous avez une tempête, le niveau d'eau a plus de chances d'être plus haut parce qu'il y a l'élévation du niveau de la mer plus l'effet de la tempête. Et là, vous le voyez en fait sur cette figure avec une tempête centenale qui, en fait, vers le milieu du siècle, peut devenir décennale ou annuelle, en fait, tout simplement par superposition de l'élévation du niveau de la mer avec un régime de tempête qui n'aura pas forcément changé. Et qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Là, mes collègues Rodrigo Pedreros, qui font de la modélisation hydrodynamique, l'illustrent ici à Palavas-les-Flots. Ça, c'est une tempête qui a eu lieu en 83. Donc ça a été validé par des données terrain, etc. Vous voyez que la tempête, elle avait fait des dommages importants. En fait, il y avait juste des vagues qui étaient rentrées dans les rues, en réalité. Vous rajoutez 35 cm d'élévation au niveau de la mer, donc en fait, vous êtes dans les années 2070 ou 2080. Eh bien, vous voyez que l'eau rentre beaucoup plus profondément dans les rues, et en fait, elle connecte même le lagon et puis la lagune, et puis la mer. En fait, vous avez toute la ville qui est inondée. Et puis 1 mètre, là, vous avez vraiment une catastrophe majeure qui questionne même l'habitabilité du site. Quand on regarde un petit peu d'un point de vue plus global, et là je reviens sur le rapport du GIEC, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même 2 phénomènes. Il y a le phénomène de l'augmentation des submersions marines qui est liée à l'élévation du niveau de la mer, et puis d'autre part, le fait qu'on a beaucoup d'urbanisation dans les zones côtières, avec en fait, du développement économique, et puis des gens qui s'installent dans des zones qui sont exposées aux submersions marines. L'estimation qui est faite là, en fait, c'est une estimation du nombre de personnes qui, aujourd'hui, est exposée à des submersions marines centenales, donc avec une chance sur 100 de se produire chaque année, et puis en 2040. Et en 2040, donc en gris, ce sont tous les bonhommes en gris, ce sont les gens qui aujourd'hui sont exposés aux tempêtes centenales, et en orange, ce sont les gens qui seront exposés aux tempêtes centenales en 2040. Mais en fait, il y a deux facteurs. Il y a une population supplémentaire, c'est le orange foncé, ce sont les personnes qui seront davantage exposées parce qu'il y a eu l'élévation au niveau de la mer. Et puis en orange clair, ce sont les gens en fait, qui se seront installés dans des zones qui sont exposées à l'élévation au niveau de la mer. Et là, vous voyez qu'il y a quand même une grosse alerte en Asie et en Afrique. Alors en Asie, chaque bonhomme représente 1 million de personnes. En Europe, en Afrique, etc., c'est plutôt 100 000 personnes. Et vous voyez que nous, en Europe, on va avoir une augmentation de l'exposition, mais davantage liée à l'élévation au niveau de la mer qu'à la dynamique démographique, en fait. Donc voilà, des enjeux qui sont quand même assez différents selon les continents. Et puis des coûts des dommages qui sont estimés ici en Europe, là, qui permettent un petit peu de relativiser un peu. Quand vous voyez, en fait, la colonne de gauche, là, c'est sur la période 81-2010, quel était en fait le coût des catastrophes climatiques? C'était à peu près en milliards d'euros par an, 3 ou 4 milliards d'euros par an en Europe. 2020, on a déjà quand même des conséquences du changement climatique qui sont importantes, on a 10 milliards. 2050-2080, ça va augmenter. Si vous regardez les submersions marines, elles jouent un rôle vraiment mineur en fait, dans ces coûts. En fait, bon, alors c'est lié au fait qu'on a pris probablement un scénario de niveau de la mer qui est raisonnable, sans effondrement de l'Atlantique. Mais en fait, ce que ça masque, c'est qu'il y a quand même une multiplication par au moins 10 de ces coûts de submersion marine par rapport à la situation d'aujourd'hui. Par contre, ça alerte quand même sur la question des effets économiques des vagues de chaleur, des sécheresses avec les questions de retrait-gonflement des argiles notamment, mais pas que, et puis également un petit peu des inondations. Mais voilà, quand on regarde les effets économiques sur les infrastructures, ce qui ressort, ce n'est pas tellement les submersions marines. Pourtant, il y a quand même une multiplication par au moins 10 des coûts dans cette figure des submersions marines entre aujourd'hui et 2100. Alors maintenant, comment s'adapter? Alors comment s'adapter? Là, vous avez la barrière de la Tamise à Londres. La barrière de la Tamise, à chaque fois que le niveau de l'eau dans la mer du Nord est trop élevé, elle se ferme et elle empêche Londres d'être inondée. C'est une des solutions face à l'élévation du niveau de la mer, c'est la protection. Alors ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, déjà, l'adaptation progresse. Alors vous le voyez, là, ici, c'est illustré avec le niveau de la mer, à nouveau, c'est une figure du rapport Europe.
Et ce que vous voyez ici, c'est une mesure de l'exposition des gens, c'est un peu la même chose que dans la figure d'avant, mais le plus intéressant, c'est ce petit scénario ici qui montre quelle est l'élévation du niveau de la mer qui est considérée dans la réglementation. Et là, vous retrouvez le fameux 60 cm en 2100 qui a été mis en place en 2010 en France. Vous voyez que, par exemple, aux Pays-Bas, c'est plutôt 1 mètre, et ils considèrent des scénarios jusqu'à 3 mètres. Mais ce n'est pas pour faire la même chose qu'en France. En France, on les utilise pour les plans de prévention des risques, pour limiter l'urbanisation en zone côtière. Donc ça concerne beaucoup d'acteurs, et ça a des impacts majeurs sur l'urbanisation, en fait. Aux Pays-Bas, ces scénarios extrêmement pessimistes jusqu'à 3 mètres, c'est pour faire des stress tests virtuels sur des infrastructures critiques, comme les barrières estuariennes dont on a parlé. Donc on ne les utilise pas forcément de la même manière, tous ces scénarios. Donc on a une adaptation qui progresse, qui est quand même très variable. C'est-à-dire que par exemple, quand vous regardez les plans d'adaptation sur les villes côtières méditerranéennes, il y en a très peu qui prennent en compte l'élévation du niveau de la mer, donc ça pose question. Mais en fait, cette adaptation, elle demeure insuffisante face à la rapidité des changements. Et ce qu'on voit, c'est une adaptation qui est souvent incrémentale, donc on essaie de corriger les choses mais sans modifier le système. Limiter un segment d'activité, donc le côtier, sans réfléchir à tout le reste. Un fossé entre la planification et la mise en œuvre qui se creuse. Et là, c'est illustré avec les plans d'adaptation nationaux. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est vous avez quand vous pensez à l'adaptation, vous préparez l'adaptation, vous évaluez les risques, vous identifiez les options. Et là, la France nous dit qu'au niveau national, eh bien, elle a fait beaucoup de progrès. Ça se voit parce que la couleur, c'est le bleu foncé. Et puis au niveau de la mise en œuvre, eh ben là, il y a moins de progrès qui sont rapportés. Bon, il y a plus de progrès qui sont rapportés en Angleterre, ou en Grande-Bretagne, pardon. Mais en Grande-Bretagne, l'équivalent du Haut Conseil pour le climat de la Grande-Bretagne nous dit en 2021 que la Grande-Bretagne est moins bien préparée au changement climatique en 2021 qu'en 2015. Donc ce sont des progrès qui sont faits, mais probablement pas suffisants. Et puis un suivi, une évaluation qui est très hétérogène selon les pays. Donc en gros, on planifie beaucoup l'adaptation, mais on met beaucoup moins en œuvre. Et en fait, malgré l'adaptation, les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus évidents. Et ce dont on aurait besoin, c'est peut-être d'adaptation transformationnelle. Et on va essayer de voir ce que ça peut donner dans le côtier. Voilà. Alors, l'exemple de Venise, dont on parlait au tout début, c'est peut-être un exemple d'adaptation transformationnelle. C'est de la protection. On évite en fait les submersions marines lorsque le niveau de la Adriatique est trop haut, en fermant cette barrière amovible à chaque fois que le niveau d'eau dépasse un certain seuil dans la mer Adriatique. Et en fait, aujourd'hui, on n'aura probablement plus d'Aqua Alta à Venise pendant un certain temps. Mais en fait, ça pose d'autres problèmes. Un premier problème, c'est l'accès au port. En fait, à chaque fois qu'on ferme la barrière, le port perd des centaines de milliers d'euros, en fait. Donc, il cherche à limiter au maximum la fermeture de cette barrière. Le deuxième problème, c'est l'écosystème lagonaire. Aujourd'hui, la barrière, on a besoin de la former que quelques fois par an. Mais à 50 cm d'élévation au niveau de la mer, donc au milieu dans la deuxième partie du XXIe siècle, il faudra la fermer 2 mois par an. Et 2 mois par an, là, on change complètement l'écosystème du lagon, et puis on pose la question de la viabilité économique du port. Donc là, on a une solution qui a été mise en œuvre, qui a quand même coûté 5,5 milliards d'euros, on peut penser que c'est transformationnel, mais en fait, on a juste reporté à plus tard de vraies transformations, en fait. Et un autre problème qu'on doit avoir bien en compte sur l'élévation au niveau de la mer, c'est que s'adapter à l'élévation au niveau de la mer demande du temps. Et notamment toutes ces infrastructures là que vous avez, là c'est une figure du résumé aux décideurs, les barrages estuariens. En fait, ce qu'on a vu, c'est que la barrière de Mose à Venise, il a fallu pratiquement 40 ans entre la conception et la première mise en opération de cette barrière. Donc aujourd'hui, on devrait être en train de réfléchir à de quoi est-ce qu'on a besoin pour, dans 40 ans, quand on aura 25 cm ou 30 cm d'élévation au niveau de la mer supplémentaire par rapport à aujourd'hui. Voilà. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est quand vous regardez la littérature scientifique sur tout ce qui concerne l'élévation au niveau de la mer, on voit que dans beaucoup d'endroits, la plupart des zones habitées, la protection est efficace économiquement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux protéger, ça coûte moins cher de protéger que de relocaliser ou d'avoir les dommages. Mais c'est quoi la conséquence de ces protections ? Ça veut dire que tout le long du littoral, on va mettre en place des infrastructures comme cette barrière estuarienne aux Pays-Bas. Ici, ce sont des digues, donc à la fois pour les tsunamis, mais beaucoup pour les tsunamis au Japon, donc des digues énormes, où là, c'est en Guadeloupe. Donc il faut imaginer tout le littoral qui devient en fait un littoral très artificialisé, jusqu'au moment où, en fait, comme on ne pourra pas arrêter le niveau de la mer, on se coupe complètement du littoral.
Donc ça pose un certain nombre de questions, la question des coûts, du calendrier de mise en œuvre, parce que toutes ces infrastructures, il va falloir les planifier bien à l'avance pour qu'elles soient au bon moment pour protéger. Les effets verrous, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura mis en place ces infrastructures, on n'aura guère le choix que de les entretenir, parce qu'on aura favorisé le développement en arrière. Et puis les impacts sur les écosystèmes, qui sont quand même pas tout à fait négligeables. En fait, le risque d'adaptation, si on fait ça, c'est de détruire tous les écosystèmes côtiers. Et puis, est-ce que c'est vraiment désirable ? Alors il y a une deuxième solution qui en fait va vite atteindre ses limites, c'est ce qu'on appelle l'accommodation, c'est réduire la vulnérabilité, notamment des logements. Alors on pense aux maisons flottantes qui sont complètement anecdotiques, c'est des habitats de luxe dans certaines lagunes, enfin dans certains lacs en fait aux Pays-Bas. Bon là c'est à Tynemouth en Angleterre, c'est des portes étanches avec des protections pour éviter les submersions en arrière d'un estuaire. Et puis à Venise, quand on met des petites passerelles, c'est de l'accommodation, on réduit la vulnérabilité de la ville. Bon, évidemment, ce ne sera pas efficace au-dessus d'un certain niveau d'élévation au niveau de la mer. Et puis les maisons flottantes, c'est sûr que ce ne sera jamais efficace à un endroit où vous avez des vagues. Ensuite, vous avez les fameuses solutions fondées sur les écosystèmes. Donc là, c'est vraiment le rapport du GIEC qui insiste beaucoup dessus. Alors il insiste dessus parce qu'il y a non seulement le rapport du GIEC, mais il y a aussi le rapport de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, qui nous alerte en fait sur la crise majeure que vivent les écosystèmes aujourd'hui, avec 5 causes d'extinction, le million d'espèces menacées de disparition, les 500 000 espèces qui aujourd'hui ne disposent pas d'habitat suffisant pour qu'on puisse imaginer qu'elles soient toujours là en fait, dans quelques dizaines d'années. Donc on a vraiment un enjeu majeur là-dessus. Et les solutions fondées sur les écosystèmes, c'est peut-être à la fois un moyen de répondre aux enjeux climatiques et de répondre à ces enjeux de biodiversité. Là, vous avez un exemple avec le Conservatoire du littoral, l'île Nouvelle, dans l'estuaire de la Gironde, où en fait il y a eu de la dépoldarisation, avec effectivement, on a perdu des zones agricoles, on a des zones qui sont davantage en eau, notamment quand les niveaux marins sont suffisamment hauts, mais on a aussi des habitats pour des poissons et puis des oiseaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui reste encore au stade expérimental. Et puis la faisabilité, elle sera de toute façon, ce ne sera pas possible de faire ça partout, en fait, certainement pas dans les villes très importantes. Et l'efficacité, on peut se douter qu'il ne faudrait pas que le niveau marin monte trop vite, parce que sinon, à un moment, on aura forcément de la submersion permanente. Alors, le rapport du GIEC, quand je regarde le rapport, le rapport du GIEC, il y a des solutions qui sont présentées, et je pense que c'est très intéressant de regarder les solutions. On ne l'a pas fait assez, à mon avis, sur le secteur de l'agriculture, sur le secteur de l'urbanisme, etc. Pour le côtier, bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait bon coup non plus, mais on a peut-être un tout petit peu plus de temps. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. En fait, il y a des solutions qui sont plus ou moins faisables ou efficaces. Et vous allez trouver dans le rapport du GIEC tout un certain nombre de tableaux comme celui-ci, avec une solution comme la relocalisation, illustrée avec le fameux immeuble du Signal, qui nous montre que c'est très efficace. Si vous enlevez l'immeuble, vous n'avez plus de risque, puisque en fait, il n'y a plus rien qui est exposé. Mais par contre, la faisabilité socio-économique, sociale surtout, n'est pas du tout garantie. Et effectivement, l'immeuble du Signal, les gens... il y avait au moins la question des compensations financières, mais en fait, il n'y avait pas que ça derrière. Les solutions fondées sur la nature, merci. Les solutions fondées sur la nature, vous avez cet exemple à nouveau, là, c'est encore dans l'estuaire de la Gironde, où on a une efficacité qui est probablement limitée pour une élévation au niveau de la mer rapide, mais en fait, beaucoup de co-bénéfices pour les écosystèmes. Donc vous avez ce type d'évaluation, l'efficacité, la faisabilité, les co-bénéfices. C'est intéressant à regarder en étant conscient effectivement que d'un site à l'autre, il faudra modérer en fait, ou augmenter certains facteurs puisque chaque site est différent. Donc j'ai déjà parlé des solutions fondées sur la nature et je vais parler en fait de l'élévation du niveau de la mer avec les questions des verrouillages à long terme dus au développement actuel. C'est-à-dire que en fait, là vous êtes à Anvers, vous avez une centrale nucléaire, il n'y a qu'une seule solution, c'est de protéger. Et en fait, le problème du niveau de la mer, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. On sait qu'on dépassera tôt ou tard 2 mètres d'élévation du niveau de la mer. On ne sait juste pas quand. Le plus tôt, ce sera vers 2100. Et le plus tard, c'est dans 2000 ans, si on stabilise le réchauffement climatique à 1,5 degré et qu'on a vraiment beaucoup de chance avec les calottes de glace. Donc ces enjeux, pour les prochaines décennies à siècles, c'est une menace existentielle pour les États insulaires. Ça fait partie des négociations climat, en fait, lorsqu'on a les COP. Ce sont des problèmes pour les infrastructures à très longue durée de vie. Donc dans l'énergie, bon, évidemment le nucléaire, il y a un rapport de la Cour des comptes qui alerte sur le fait que ce n'est pas la même chose de construire une centrale nucléaire à Penly, où les réacteurs sont à 11 mètres au-dessus du niveau de la mer, ou à Gravelines, où on est au milieu d'une zone poldérisée. Je pense que c'est une très bonne remarque de la Cour des comptes. Et puis également pour le transport, le port, les villes, etc.
Il y a aussi des choses auxquelles on pense moins. Alors les sites culturels avec Venise, on y pense, mais les sites et sols pollués, on y pense moins. Et là, en France, on commence à se préoccuper de la question des décharges côtières. En Angleterre, ça fait déjà un moment qu'ils s'en préoccupent. On sait qu'on a beaucoup de décharges côtières qui sont tout le long du littoral, qui sont dans des zones qui sont soit exposées à l'érosion, mais peut-être également aux submersions permanentes. Et là, par exemple, bon, effectivement, le Bergem, moi je ne travaille pas sur ces sujets-là, mais on voit la base de données sites et sols pollués dans l'estuaire de la Seine. Voilà, si vous connaissez un peu la topographie des lieux, vous vous dites qu'il y a quand même un sujet d'étude là qui est quand même très important. Les sites et sols pollués exposés à l'élévation au niveau de la mer. Voilà, on ne peut pas admettre en fait qu'il y ait une pollution de l'estuaire par submersion permanente ou temporaire de ces sites et sols pollués. Alors en fait, la question clé, je pense qu'on doit se poser, c'est vraiment, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut pour ces estuaires ou pour ces côtes dans les 20, 30, 100 ou 200 prochaines années, en fait? Parce qu'il n'y a pas du tout un seul chemin. En fait, nos zones côtières ont déjà beaucoup évolué avec la pression démographique, avec le développement économique, avec le tourisme, etc. Et on peut très bien imaginer finalement différents chemins de manière très caricaturale, abandonner les zones côtières et puis laisser les bâtiments se faire éroder, travailler avec la nature, les fameuses solutions fondées sur la nature, qui recouvrent beaucoup de choses. Ça peut être du rechargement en sable, ça peut être dépoldériser des zones, ça peut être laisser des bandes posidonie sur les plages en Méditerranée, ou alors tout simplement la protection, c'est-à-dire qu'on met une énorme digue pour protéger les villes, et puis on perd effectivement cette zone intertidale, ce contact entre la mer et la terre, avec des effets sur les écosystèmes. Donc là, il y a vraiment un débat à avoir, et en fait, on ne l'a pas vraiment eu, en fait, même si dans la stratégie nationale d'évolution du trait de côte, on sent qu'il y a quand même l'idée que ce ne serait pas très raisonnable de protéger partout avec des infrastructures en gris, des infrastructures grises. Alors quand vous regardez le résumé aux décideurs du rapport du GIEC, il y a cette petite section qui paraît complètement évidente quand vous la lisez la première fois, et puis plus vous la lisez, plus vous vous dites que c'est vraiment bien pensé. J'y ai pas contribué, donc je peux le dire, puisque c'était le résumé aux décideurs, moi j'étais impliqué dans les chapitres. En fait, qu'est-ce que c'est les conditions favorables à l'adaptation côtière? La première chose, c'est une cohérence avec les priorités de développement et des valeurs socio-culturelles. Aujourd'hui, est-ce qu'on a ça en France? Probablement pas. En fait, on a un intérêt qui est au développement, finalement pour les maires, en fait, c'est intéressant de rendre constructibles certaines zones, alors qu'en réalité, par rapport à l'élévation au niveau de la mer, il y en a un certain nombre qu'il ne faudrait pas construire. Donc on n'a pas de cohérence systématique entre les priorités de développement et les valeurs socioculturelles. Ce n'est pas le cas partout. Ma thésarde, la personne qui fait une thèse avec moi, qui s'appelle Xenia Filipenko, travaille sur Miquelon, qui est un village qui est juste au-dessus du niveau de la mer, qui est exposé aux inondations. Et là, vous avez en fait des habitants qui sont jeunes, qui veulent investir dans le village, qui s'installent sur la durée, et qui préféraient en fait développer une zone qui est un peu plus élevée, dans laquelle ils n'auront pas de problème avec l'élévation au niveau de la mer, pour que ce soit durable, plutôt que de continuer à investir dans cette zone côtière qui sera inondée en fait. Et donc on a ici par exemple une condition favorable pour l'adaptation à l'élévation au niveau de la mer à Miquelon. Ensuite, un processus d'engagement inclusif des acteurs et des personnes exposées. Donc si vous avez participé à des réunions de concertation post-plan de prévention des risques littoraux, je pense que vous êtes convaincu que c'est important. Ensuite, une gouvernance et des institutions capables d'anticiper et d'accompagner des transformations. La gouvernance, c'est quelque chose qui met des dizaines d'années à se mettre en place. Nos collègues d'Australie, en fait, ils nous alertent vraiment sur des acteurs différents qui prennent des décisions qui sont complètement compatibles les unes avec les autres, et une grande désorganisation qui en résulte, et qui limite les possibilités d'adaptation à l'élévation au niveau de la mer. En France, quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis 1997 avec les plans de prévention des risques, la révision de 2010, la loi climat-résilience récemment, etc., on voit que la gouvernance, elle progresse. Est-ce qu'elle répond à toutes les questions? Non, en fait. On regarde beaucoup 2100, on regarde beaucoup moins ce qui se passe bien avant, les submersions chroniques, et beaucoup plus ce qui se passe bien après, même si on commence à regarder le cas des décharges côtières. Donc il y a une gouvernance qui reste à construire. Donc cette section-là du rapport du résumé décideur, je pense que c'est vraiment très intéressant de la regarder attentivement. Et puis pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'élévation au niveau de la mer? Déjà, je vais le prendre dans l'ordre différent, l'adaptation, parce qu'on sait que le niveau de la mer va continuer pendant des siècles. Donc s'adapter à des conséquences inévitables, et notamment à ces submersions chroniques qui vont arriver très vite, et sur lesquelles on n'a, à mon avis, pas encore suffisamment réfléchi. Puis la deuxième chose, c'est d'atténuer le changement climatique, c'est de le stabiliser au niveau les plus bas possible, pour se donner du temps, en fait, pour donner du temps à l'adaptation à l'élévation au niveau de la mer, avec beaucoup d'autres bénéfices, évidemment. Le jour où on aura stabilisé le changement climatique,
les canicules, les sécheresses cesseront de s'aggraver. Là, il faut être bien conscient de ce que c'est stabiliser le changement climatique. C'est un moment atteindre le net zéro. C'est une contrainte géophysique. C'est ce que vous voyez à gauche là en fait. Il faut qu'à un moment, les émissions de gaz à effet de serre des secteurs très difficiles à décarboner soient compensées par des captations de gaz carbonique dans l'atmosphère, soit des écosystèmes, soit de manière artificielle avec le stockage géologique de CO2. Donc c'est vraiment extrêmement ambitieux. Et pour tenir 1,5 degré, il faudrait que ce net zéro, on l'atteigne vers le milieu du siècle, en divisant par 2 nos émissions dans les 6 prochaines années. Voilà. En fait, là, on est au-devant de transformations qui sont absolument inévitables. J'ai parlé du côtier. Je pense que les transformations dans le domaine agricole, de l'urbanisme, du secteur de l'énergie, c'est sans commune mesure avec ce dont je vous ai parlé là. Ces transformations sont inévitables, mais elles donnent une opportunité, en fait. Pour ce qui est le côtier, l'opportunité, c'est de mieux gérer des écosystèmes côtiers qui, aujourd'hui, ne sont pas dans un état écologique qui est très satisfaisant. Et dans tous les secteurs, on a ce genre d'opportunité. Donc je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez des questions sur ce sujet. Gonéry, je vais vous inviter à me rejoindre ici. C'est notre 4e conférence et c'est toujours très frappant. C'est à chaque fois une claque que de vous entendre, vous, les scientifiques qui travaillez sur ces sujets. Merci pour la clarté du propos. On va passer sur un moment de questions avec la salle, questions avec les personnes qui nous regardent à distance. Alors, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, on est à peu près ici 200 personnes à Orléans. On a la chance d'avoir des gens qui viennent d'un petit peu partout en France. Et un peu au-delà des limites de l'Hexagone d'ailleurs. Voilà, donc on aura, j'espère tout à l'heure, l'intervention de Léna Jardin pour les sujets touchant au DOM. Merci d'être intervenu d'ailleurs sur ces sujets-là. Et puis on a 500 personnes qui nous regardent à distance et qui vont pouvoir commencer à interagir avec nous et nous poser des questions. Alors avant de passer la parole à la salle, je vais avoir une question, première question, sur la question de la temporalité. C'est-à-dire que vous nous dites à 2100, on est sur un prévisionnel de hausse d'1 mètre. On a bien compris que voilà, ça pouvait être aussi supérieur à cela. On a retenu des interventions précédentes que finalement, sur les questions du calage dans le temps, les modèles étaient plutôt assez bons, mais plutôt en avance. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir 10 à 20 ans d'avance sur ce qui avait été prévu par les modèles. Est-ce que vous avez une visibilité là-dessus ou pas? Est-ce qu'il y a un phénomène d'accélération dans le temps ou vous ne l'observez pas encore? Alors sur le niveau de la mer, en fait, sur le niveau de la mer, ce qu'on voit quand même, c'est... Il y a eu l'accélération qu'on a depuis le début des années 2000, c'est principalement lié en fait au début de la fonte du Groenland et de l'Antarctique. En fait, c'est aux 2 tiers liés au Groenland et 1 tiers lié à l'Antarctique. Et si vous regardez spécifiquement le Groenland, il y a effectivement il y a une fonte qui est plus rapide que ce qu'on aurait pu penser en regardant les résultats de modèles globaux forçant un modèle de fonte de calotte de glace au Groenland. Voilà, mais ça, on peut aussi un peu l'expliquer par les processus qui sont pris en compte par ces modèles globaux et puis également par les processus de fonte au Groenland. Il y a des glaciologues qui travaillent sur ces sujets-là. Je pense que sur le niveau de la mer, en fait, en réalité, on n'est pas loin de ce qui était prévu, en fait. Moi, je me rappelle, j'ai fait beaucoup de littérature là-dessus. Un rapport de 1983 aux États-Unis qui dit pratiquement dans le même mot que le rapport du GIEC de 2022. Il dit le niveau de la mer en 2100 sera probablement autour du mètre. Mais on ne peut pas exclure davantage, parce qu'il y a ce problème avec les calottes de glace. Et ça, c'est intéressant de regarder le problème des infrastructures critiques à longue durée de vie sur ce sujet-là. Donc en fait, vous voyez, on a déjà perdu 40 ans à ne pas lire ce rapport, en fait. Je vais avoir une deuxième... Alors peut-être des questions dans la salle. Daniel, qui est là-bas, le micro... Merci beaucoup, Gonéry, pour cette présentation. J'avais 2 petites questions. L'une, je voulais rebondir sur un propos d'un introductif que vous aviez utilisé sur la tension de vapeur. La très médiatique Emma Aziza avait quand même évoqué que c'était potentiellement l'arbre qui cachait la forêt. Bon, je crois qu'elle s'est fait reprendre quand même par Florence Abetz. Et sinon, au-delà de ça, je me demandais, on utilise toujours les ratios pour expliquer
le volume d'eau salée, 97,5%, le reste, c'est les calottes et puis les eaux souterraines, et puis la marge, c'est les eaux superficielles. Est-ce que déjà on constate un changement de ces ratios ou pas aujourd'hui avec les travaux que vous conduisez? C'est-à-dire, vous voulez dire en fait le stock d'eau salée au niveau global, en fait, c'est ça? Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui moins d'eau douce Oui. sur Terre? Ça, je suis incapable de vous répondre. Je peux pas vous dire. En fait, ça, je sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que si vous regardez en fait la masse d'eau salée, en fait, elle est tellement énorme en fait que les pourcentages vont très peu varier. Hein, ça, c'est sûr. Le chiffre auquel je faisais référence, c'est un chiffre du GIEC. En fait, c'est que 1 degré de réchauffement climatique, c'est 7% de vapeur d'eau supplémentaire potentielle dans l'atmosphère. Et dans le rapport du groupe 1, ils ont montré que c'était également de l'eau qui retombait plutôt sous la forme de précipitations intenses. Voilà. Après, les stocks d'eau, ce qui est clair, c'est que quand on regarde la contribution de l'eau continentale à l'élévation du niveau de la mer, il y a peut-être 2 choses à regarder. Premièrement, c'est les tendances de long terme. C'est l'effet des barrages qui a tendance à stocker de l'eau sur les continents, et puis le pompage des eaux souterraines. Mais il y a aussi un effet, en fait, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi un effet de la variabilité interannuelle, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez un cycle, alors il me semble que c'est El Niño, vous avez davantage de précipitations sur les continents. Et donc, c'est plutôt la Niña, en fait. Voilà, davantage de précipitations sur les continents, en Australie notamment, et puis en Amérique du Sud. Et donc, vous modérez l'élévation du niveau de la mer. Vous pouvez même, en fait, il y a eu des périodes où ça l'a même un peu stabilisé pratiquement, en fait, dans les dernières décennies. Et puis après, effectivement, quand vous revenez sur un El Niño, là, le niveau de la mer, il repart très vite, en fait. Donc voilà, c'est peut-être ça que je peux dire. Votre question, voilà, je ne suis pas un spécialiste de l'eau douce, donc je ne vais pas pouvoir y répondre de manière très précise, peut-être. Merci, Gonéry. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je vois là-haut. Bonsoir. Oui, merci pour la présentation. On se posait la question, c'est bien les barrages devant les villes ou tout ça, mais à un moment donné, il y a peut-être d'autres gens, d'autres villes. L'eau, elle va arriver quelque part. Si on l'empêche d'aller à Venise, là, elle doit bien aller à un autre endroit. Et les pays riches ou il y a des pays qui vont encore pouvoir se protéger. Et c'est encore les mêmes qui trinqueront de l'autre côté, parce que l'eau, il faudra bien qu'elle aille quelque part, quoi. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que les barrières estuariennes là, dont on parle, c'est vraiment pour protéger un estuaire. Donc ça a des effets locaux, c'est-à-dire c'est en gros la Tamise. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'effectivement, la barrière, on doit la fermer trop longtemps et que du coup, il y ait trop d'eau qui s'accumule côté fleuve et que ça génère tout de même des inondations. Et pour ça, il y a un certain nombre de mesures en fait, que l'Agence de l'environnement de Grande-Bretagne a étudié, notamment de créer des zones dans lesquelles l'eau de la Tamise pourrait s'écouler pour limiter en fait, les risques de submersion. En fait, voilà. Donc là, c'est vraiment des effets plutôt à l'échelle, on va dire, du bassin versant. En fait, si on regarde sur le plus long terme, les Hollandais ont travaillé sur ces questions-là, sur des scénarios, disons, on sait qu'on dépassera 2 mètres d'élévation au niveau de la mer, qu'est-ce qu'on fait à 2 mètres, 3 mètres, etc. À un moment, en fait, la marée n'est plus suffisante pour expulser l'eau du fleuve. Et donc, on a vraiment un problème de gestion de l'eau qui nécessite de mettre des pompes énormes pour renvoyer l'eau du Rhin, en fait, dans la mer. Donc, en fait, à un moment, les Hollandais vont probablement faire ça, c'est-à-dire maintenir un système de défense avec des pompes gigantesques qui vont pomper l'eau pour le renvoyer dans la mer, en fait. Voilà, c'est peut-être en 2200 ou 2300 qu'ils feront ça, mais c'est ça probablement qu'ils feront. Est-ce qu'on pourra faire ça dans le delta du Nil? C'est pas du tout garanti. Dans le delta du Nil, en fait, aujourd'hui, ce qu'ils regardent, c'est par exemple, ils ont une route côtière qui peut servir de support pour une protection. Bon, il y a déjà des ouvrages de protection, des choses comme ça. Et puis, en fait, on a beaucoup de mal à voir de la littérature sur l'adaptation dans ces pays-là. C'est assez stratégique, en fait. Les méga-deltas en Asie du Sud-Est, il y a très peu de niveau de protection. En fait, il y a des submersions marines. Et puis, en plus, c'est des deltas où on a beaucoup d'affaissement du sol. Et donc oui, en fait, les pays riches, probablement, auront les moyens de faire ce genre de choses, des protections énormes au prix de la perte d'écosystèmes côtiers, et en maintenant, en fait, des villes comme Londres, Le Havre, etc. etc. Mais par contre, dans les pays pauvres, ce ne sera pas le cas. Voilà. Il y a un autre aspect là, dans votre question, c'est, en fait, il y a eu une autre chose qui est un petit peu intéressante à regarder.
qui concerne la Méditerranée. En fait, la Méditerranée, c'est une petite mer, mais dans laquelle on a beaucoup d'enjeux. Donc il y a des gens qui ont réfléchi en fait, à faire une barrière au niveau de Gibraltar pour finalement autoriser qu'il y ait 1 mètre de différence entre l'Atlantique et Gibraltar. C'est tout à fait faisable techniquement. Ça pose plein de questions au niveau des écosystèmes, c'est probablement un désastre au niveau des écosystèmes. Et effectivement, ça aura pour effet d'élever, enfin, que le niveau de la mer s'élèvera bien davantage hors de la Méditerranée qu'à l'intérieur. Voilà, donc il y a ce type de choses qui sont là. Il y a même un projet similaire pour l'ensemble de la mer du Nord, en fait, qui a été évoqué. Voilà, j'ai quand même des gros doutes qu'on en aille jusque-là. Voilà, bon, après, je ne sais pas, hein, je ne suis pas devin. Moi, j'ai une question complémentaire là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi les zones estuariennes sont particulièrement sensibles finalement au risque de submersion ? En fait, dans le rapport, on a cette alerte sur les risques composés. En fait, c'est-à-dire le fait que une submersion, c'est pas forcément uniquement une submersion marine parce qu'on a une tempête, mais c'est aussi le fait que peut-être il a plu sur tout le bassin versant et puis on a la rivière en fait qui est déjà à un niveau de crue important en fait. Donc il y a effectivement ce phénomène-là en fait. Donc il y a à la fois les apports d'eau du bassin versant et puis de la mer. Voilà. Est-ce que c'était votre question, non ? Oui, c'était ma question. Merci. Une question également sur la capacité à prévoir. C'est-à-dire que nous, on intervient en ingénierie sur ces sujets, mais on modélise ce risque sur la base de l'historique, et on voit bien qu'aujourd'hui, les choses vont bouger rapidement, mais on n'a pas la donnée pour alimenter nos modèles et pour prévoir avec un niveau de précision ou de qualité suffisant. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez ces choses-là ? Comment est-ce que ça doit être engagé par les ingénieries telles que nous ? Alors, je dirais là-dessus, en fait, il y a beaucoup de chiffres en fait, sur les niveaux extrêmes dans le rapport du GIEC. Là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des études globales avec des méthodes qui, à mon avis, ne sont pas adaptées au niveau local. En fait. Donc là, on est vraiment sur des calculs de niveau extrême, voilà, avec des spécialistes des questions qui travaillent dessus. Voilà, il y en a certainement en TA, il y en a au CEREMA, au BRGM, et puis dans beaucoup d'autres établissements. En fait, là-dessus, il y a plein de questions qui se posent. En fait, c'est des questions de technique, en fait, la stationnarité ou non, etc. Des fois, c'est pas suffisant de juste rajouter le niveau de la mer et puis l'estimation du niveau extrême qu'on avait précédemment. En fait, si on veut vraiment aller vers des niveaux de précision très importants, il faut commencer à regarder la stationnarité de notre signal, voilà. Et puis également, peut-être faire des analyses conjointes avec à la probabilité d'avoir à la fois des vagues importantes, des surcotes importantes, peut-être également des apports d'eau de rivière ou des pluies en fait. Et ça, c'est des techniques en fait qui sont en gros développement. Moi, je travaille pas personnellement dessus. J'ai des collègues qui travaillent sur ces sujets-là, et je pense qu'il y a énormément de travail. Je pense aussi qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont dans les guides méthodologiques, par exemple, des plans de prévention des risques littoraux sur ces sujets-là, qui permettent à minima de répondre. Bon, après, quand vous regardez les incertitudes qu'on a sur l'élévation au niveau de la mer, vous vous dites que autant pour aujourd'hui, ça peut être intéressant de regarder à quelques centimètres près quel est le niveau extrême à 100 ans, autant si vous vous projetez sur 2100 ou 2150, une erreur de 20 cm, c'est peut-être pas trop la question, parce que vous posez tellement de questions sur les émissions de gaz à effet de serre, l'Antarctique et le Groenland, que voilà, vous pouvez peut-être adopter une méthode un peu simple qui vous permet d'arriver à un résultat voilà, qui permet déjà de se poser des questions, quoi, sur un site critique, sur des choses comme ça. Alors, on a vu un graphique qui était assez interpellant on allait passer un événement centennal, allait devenir un événement annuel. C'est 2100, c'est 2300, ça, c'est quoi ? En fait, ça dépend des sites. Ça dépend des sites. Il y a des sites où c'est 2050 en fait, et puis d'autres. Mais bon, là, pas trop en Europe. Hein. C'est plutôt des sites, on va dire, zones tropicales avec peu de faits. Enfin, en gros, si on exclut les cyclones, les phénomènes de houle australe, les phénomènes interannuaux avec El Niño, des choses comme ça. Voilà, c'est peut-être plus du centennal qui devient décennal en Europe, et encore au niveau des marégraphes. Pas au niveau des zones qui sont exposées aux vagues, où là, on a en plus ces phénomènes de déferlement des vagues qui viennent rajouter une composante à l'élévation du niveau de la mer. Mais là, il y a des interactions très complexes qui se produisent, parce que quand vous montez le niveau de la mer, en fait, vous diminuez cette surcote liée aux vagues après le déferlement. Donc là, on arrive à des niveaux de détail extrêmement importants. Et là, c'est là que, en fait, il y a besoin de modélisateurs des submersions marines. Ce n'est pas mon cas. Voilà, j'ai des collègues au BRGM et ailleurs qui travaillent sur ces sujets-là et qui vous expliqueraient dans beaucoup de détails toutes les subtilités de ces choses-là. Bon, voilà de bons sujets de travail. D'autres questions ?
Oui, merci pour votre présentation. On avait vu des travaux du Nouvelle-Zélande où il nous expliquait un phénomène un peu de mise en charge en fait des nappes et donc une inondation, mais finalement de l'intérieur. Donc élévation de mer et indirectement une inondation. Est-ce que ça c'est pris en compte dans le rapport du GIEC ou pas du tout? Alors, en fait, c'est pris en compte. Moi c'était déjà dans le rapport. Le premier rapport du GIEC que j'ai lu en détail, c'était celui de 2007 et ça y était déjà en fait. Voilà, les Rising Water Tables. Voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en fait, effectivement, dans le Pacifique. Et finalement, en France, j'ai pas d'exemple concret. C'est peut-être également parce que je connais pas suffisamment bien le sujet. Mais vous pensez que c'est quelque chose auquel on peut être exposé en France? Alors, moi, j'aurais tendance à dire... moi, je le vois plus comme un enjeu peut-être sur certains territoires d'outre-mer, en fait. Voilà, en premier. Voilà. Après, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là. Je pense qu'il y a quand même là, il faudrait demander à un hydrogéologue, vraiment. Merci. Je sais qu'il y en a une dans la salle, donc je ne vais pas me prononcer. Alors, on va passer la parole à Léna Jardin, qui est aujourd'hui parmi nous, qui nous vient de Guadeloupe et qui tenait à être présente aujourd'hui pour cette conférence. Bonsoir, Léna Jardin. Oui, effectivement, donc je viens de Guadeloupe et c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Donc quand je vois les images, enfin les cartes du petit cul-de-sac et de Jarry, de Pointe-à-Pitre, ça nous inquiète particulièrement. Moi, je voulais savoir, effectivement, Jarry, du coup, le BMAO, c'est le poumon économique de la Guadeloupe. Il y a énormément d'industries. Toute la zone industrielle est située à peu près à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, si ce n'est un peu plus. Est-ce que vous avez connaissance aujourd'hui de programmes de délocalisation qui ont déjà eu lieu, ou en tout cas qui vont voir le jour avec cette problématique-là, de déplacer autant d'entreprises, autant d'enjeux économiques? Alors, j'ai pas du tout de connaissance de projets de délocalisation et je crois qu'on n'en est pas encore là. Je pense qu'on en est à un moment où on a pris conscience que ces submersions chroniques étaient un problème dans ce secteur-ci. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu des observations. C'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années qu'on voit des submersions, qu'on se disait que c'était lié à l'élévation du niveau de la mer. En réalité, c'est peut-être plus lié à des questions en fait, d'écoulement des eaux. Et puis aussi parce que l'été dernier, en fait, il y a eu un secteur à Pointe-à-Pitre qui a été inondé. Et bon, on parlait beaucoup d'élévation au niveau de la mer. Je pense que ce serait intéressant de regarder s'il n'y a pas des problèmes de clapet de retour qui se posaient à cet endroit-là. Mais oui, en fait, je pense qu'on en est au moment de la prise de conscience. Ça ne nécessite pas nécessairement une relocalisation immédiate. Mais par contre, ce qu'il faut voir, c'est que ce que nous disent nos collègues américains, c'est que ce n'est pas une catastrophe, mais c'est une nuisance. En fait, c'est des dommages économiques, des problèmes d'évacuation d'eau usée, des problèmes de salubrité, des infrastructures de transport qui ne sont pas disponibles, etc. Et le problème, c'est qu'une fois que vous commencez à avoir une ou deux submersions chroniques à marée haute, en fait, ça va très vite. Une dizaine d'années après, c'est quasiment 100 jours par an dans le secteur de Guadeloupe sur lequel j'ai travaillé. Alors ça, c'est très différent d'un site à l'autre. En Guyane, par exemple, on commence aussi à avoir ce genre de phénomène. On a fait une étude au BRGM sur ces questions-là. Et là, par contre, la progression dans le temps est plus lente. Parce qu'en fait, il y a une amplitude de marée qui est plus importante. Il me semble que c'est la raison principale. Bon, moi, j'ai étudié 2 sites, mais en fait, il faudrait étudier tous les sites. Là, il faudrait étudier la Méditerranée, il faudrait étudier... et là, on n'est pas assez nombreux. Une autre question, Léna ? Il faut en profiter. Non, enfin, en tout cas, déjà, merci pour la présentation, c'était très clair. Et non, pas de questions complémentaires, mis à part, voilà, il faut voir dans le futur et trouver des solutions rapidement, je pense. Ça va être problématique. Voilà. En fait, sur les solutions, et je pense que ça ne s'applique pas qu'aux côtiers, je pense vraiment qu'il faut voir qu'il n'y a pas une solution. Et il n'y en a pas une qui est bonne et mauvaise. Voilà, le rapport du GIEC, il donne une petite grille de lecture qui est celle de l'efficacité, de la faisabilité économique, sociale, environnementale, institutionnelle aussi. Des co-bénéfices au regard des objectifs de développement durable. Est-ce qu'en mettant en place la mesure, vous favorisez par exemple limiter la pauvreté, limiter les risques de malnutrition, une meilleure santé, etc.
Et puis enfin, voilà, il regarde également les limites à l'adaptation, parce que certaines méthodes auront des limites. Ici, on a parlé par exemple des méthodes qui consistent à faire des interventions au niveau des bâtiments, surélever les prises électriques pour éviter les dommages lors des inondations. On voit bien qu'il y a des limites en fait. Au bout de 20-30 cm d'élévation au niveau de la mer, ce sera plus suffisant. Donc en fait, je pense que cette grille de lecture elle est intéressante, mais elle ne remplace pas une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire en fait. C'est quoi le projet pour un estuaire, une zone côtière, et puis plus généralement une région, etc. Voilà. Moi, je suis inquiet quand je vois par exemple que le nord de la France, qui est une zone poldérisée, en fait, moi je ne vois rien en fait. Je ne vois pas un projet sur le long terme, le niveau de la mer. On sait qu'on va dépasser 2 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Aux Pays-Bas, ils ont réfléchi à des choses en fait qui les projettent jusqu'à 2300. Ils ont réfléchi au fait qu'ils allaient pomper dans le Rhin pour remettre l'eau dans le Rhin. Voilà. Donc je pense quand même qu'il faut qu'on sorte un petit peu du business as usual, qu'on réalise qu'il y a des changements majeurs devant nous et puis qu'on dise qu'est-ce qu'on veut en fait. Parce qu'il y aura plusieurs solutions de toute façon. J'ai beaucoup de questions qui viennent des gens qui nous regardent. Alors, j'ai une question assez longue que je vous retranscris telle qu'elle. Vous nous avez indiqué que la mise en œuvre d'ouvrages est le plus acceptable socialement pour se protéger face à l'élévation du niveau marin, mais pose des problèmes d'effet verrou. La relocalisation sera difficile à accepter socialement, mais permettra de disposer d'un espace de dissipation d'énergie à long terme. Pardon. J'ai perdu. La loi climat et résilience encourage d'ailleurs ce principe. Or, le graphique du GIEC que vous avez présenté sur les options d'adaptation semble malgré tout donner une faveur à la protection par des ouvrages. Cela me semble surprenant. Alors, il n'y a aucune faveur qui est donnée en fait, à aucune option dans le rapport du GIEC, et je dirais d'autant moins que, en fait, dans le rapport du GIEC, on insiste beaucoup sur la question en fait, de la crise de la biodiversité et du fait qu'on ne résoudra pas la crise climatique sans résoudre la crise de la biodiversité, et que ça passera par laisser de l'espace pour les écosystèmes en fait. 30% des espaces pour les écosystèmes, y compris côtiers. Donc il n'y a pas une faveur là-dessus. C'est plutôt au niveau de l'efficacité en fait qu'il y avait effectivement une faveur à la protection. C'est sûr que la protection c'est très efficace. Vous mettez des digues énormes, vous avez plus de, enfin les risques sont différents. Ça devient un risque de bréchification. Si c'est bien maintenu, il n'y a plus de submersion. L'efficacité qui est offerte par les solutions fondées sur la nature, ça dépend beaucoup des sites, mais effectivement. Dans une zone très plate, poldérisée, etc., il ne faut pas que le niveau de la mer monte trop vite. C'est peut-être juste ça en fait qu'il faut regarder. Et je pense que l'idée, c'est de voir, c'est une évaluation objective de la mesure, voilà, qui après, localement, ça peut être très différent. C'est pas la même chose le Val de Sanne, qui est entre deux falaises en Haute-Normandie, où on peut faire du recul. Le Conservatoire du littoral l'expérimente. Il peut pratiquement l'expérimenter tout seul, en fait, en concertation avec quelques acteurs. Et puis l'estuaire de l'Orne, où il a également des terrains, où il essaie d'expérimenter également de la relocalisation. Mais là, ça engage beaucoup plus d'acteurs. Si on veut faire de la relocalisation sur ces sites-là, des solutions fondées sur la nature, là, en fait, si on veut sortir de l'expérimentation, il faut impliquer tous les acteurs régionaux, les agriculteurs, la région, les départements, les communes, et ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà, je pense que c'était peut-être juste un malentendu, en fait, par rapport à cette question-là. Je poursuis sur ces questions qui nous viennent des gens qui nous regardent à distance. Est-ce que la mise en place de la stratégie GEMAPI s'avère efficace ou pour le moins encourageante? J'en ai absolument aucune idée. D'accord, c'est bien. C'est clair. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps les dernières années à contribuer au rapport du GIEC et il y a certains aspects de la politique française et puis des mesures d'adaptation en France qui m'ont échappé, notamment celui-ci. Alors sur les sujets d'adaptation, c'est un sujet qu'on a évoqué avant la conférence tout à l'heure. On disait il y a un enjeu sur le littoral qui est aussi un enjeu social et économique, c'est le prix du foncier. C'est-à-dire que lorsqu'aujourd'hui on intervient pour dire attention, il y a du danger, et on l'avait bien vu dans le cas de la faute sur Xintia, les prix du foncier, le prix de l'immobilier est tel que du coup il y a un frein au changement qui est énorme. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on continue d'observer ? Est-ce qu'il y a des évolutions là-dessus ? Qu'est-ce que vous observez là-dessus ? Alors ça dépend des pays en fait. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on a des évidences aux États-Unis
qu'il y a des interactions entre les risques côtiers, enfin les aléas côtiers, et le prix de l'immobilier, et même le trait de côte, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des zones qui sont trop chères à défendre, et où les propriétaires abandonnent, et donc le trait de côte évolue, et d'autres qui sont trop chères, enfin qui représentent une valeur suffisante pour qu'ils mettent le prix pour se défendre, et on a un trait de côte qui est fixé. Donc aux États-Unis, c'est déjà le cas, sur certains sites, il y a des interactions entre le prix de l'immobilier, le trait de côte, les aléas côtiers, etc. En France, à ma connaissance, non. En fait, en France, les prix de l'immobilier continuent à monter dans les zones Et côtières. un peu partout. Et peut-être partout. Enfin, voilà, je ne me suis pas intéressé non plus au prix de l'immobilier, je dois dire, depuis un moment. Mais en tout cas, il y a les évidences qu'on a de collègues qui travaillent sur ces sujets-là, ce n'est pas mon cas, nous montrent qu'effectivement, il n'y a pas encore d'effet des aléas côtiers sur le prix de l'immobilier. Donc là, à ce sujet-là, vous avez à Brest, par exemple, Catherine Murphy-Rec qui a encadré une thèse sur le sujet. Et donc, c'est quelqu'un qui peut renseigner sur ce sujet-là. Autre question à nouveau. Alors, je vous invite la salle à... oui, il y a une question. Très bien, on va passer sur la salle. Juste une question par rapport à l'érosion. Je suis là. On nous demande régulièrement d'évaluer le taux de recul lié à l'élévation du niveau des mers. Bon, il y a des formules de Brune, par exemple, qui peuvent être appliquées, qui présentent quand même pas mal de simplifications. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est un peu utopique de pouvoir évaluer l'érosion liée au recul, même que ça soit par rapport même avec de la modélisation, vu les incertitudes qu'on cumule. Est-ce que, de votre point de vue, c'est cohérent d'essayer de calculer, de chiffrer vraiment ce recul lié à l'élévation ? Alors, merci pour cette question, parce que j'ai travaillé dessus pendant plus de 15 ans, alors du coup, je suis très à l'aise. Au moins une question qui vous concerne. Bon, la première chose, c'est que déjà, en fait, l'érosion, vous avez vu, moi, je l'ai placé plutôt comme un problème majeur. Enfin, si vous voulez, c'est déjà un problème aujourd'hui. Mais l'émergence d'un problème d'érosion lié à l'élévation du niveau de la mer, moi, je le vois plutôt à la deuxième partie du XXIe siècle. Donc beaucoup plus tard, en fait, que ces submersions chroniques à marée haute et que les submersions marines. Voilà. Après, il y a des sites sur lesquels on observe déjà des phénomènes qui suggèrent que l'élévation du niveau de la mer joue un rôle. Il y a une thèse en Tasmanie, quelqu'un qui nous montre en fait qu'il y a des sites où effectivement, vraisemblablement, l'élévation du niveau de la mer est le driver principal. C'est des sites particuliers. Il appelle ça des early, des sites précoces en fait. Voilà. Et en fait, vous parlez de la loi de Brune. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de Brune ? En fait, c'est une loi qui a été inventée il y a une soixantaine d'années, en fait, qui nous dit que lorsque le niveau de la mer monte de 1 mètre, par exemple, eh bien, en fait, le recul du trait de côte lié à l'érosion, en fait, pour une plage sableuse, ça va être l'élévation du niveau de la mer divisée par la pente de la plage sous-marine, jusqu'à une profondeur qui est la profondeur de fermeture, au-delà desquelles les vagues n'ont plus d'effet. Donc typiquement, en fait, la pente de cette plage, dans beaucoup de cas, c'est à peu près 1%. Donc en gros, vous avez 1 mètre d'élévation au niveau de la mer, vous avez 10 mètres ou 100 mètres de recul du trait de côte, plutôt 100 mètres. Voilà. Alors cette loi est très critiquée, mais alors, c'est quoi les alternatives ? En fait, ça fait plus de 20 ans, et même davantage, qu'il y a des critiques sur cette loi. En fait, les alternatives, c'est d'autres modèles, effectivement, que j'ai étudiés également, qui posent pas mal d'autres questions, qui nous mettent en fait, qui nous créent des pentes, disons, très fortes sur la plage, qui ne seront pas en équilibre avec les vagues, et qui donc, en fait, alors les modèles nous donnent moins d'érosion, mais en fait, ils créent une profil de plage qui n'est pas crédible, en fait. Donc, en fait, après mûre réflexion, et puis avec la contribution de ma collègue Déborah Idier, et puis d'autres personnes, notamment Mauricio Dana, qui était thésard chez nous, en fait, on en revient à l'idée que, en première approximation, la loi de Brune, c'est ce qu'on a de mieux, en fait, voilà, pour l'érosion. Et c'est probablement pas du tout précis. C'est probablement pas suffisant pour dire l'érosion. Par exemple, pour dire aujourd'hui, c'est quoi la contribution de l'élévation du niveau de la mer à l'érosion en Aquitaine, ça, il faut surtout pas utiliser la loi de Brune. Mais si on veut placer finalement un trait sur une carte pour représenter l'érosion en 2100, pour faire, par exemple, pour anticiper de la relocalisation, pour travailler sur la loi climat-résilience ou des choses comme ça, c'est probablement ce qu'on a de mieux, en fait, et de plus opérationnel. Et alors, bon, après, il y a des gens qui travaillent sur des modèles d'érosion. Dans 10 ans, on dira peut-être pas tout à fait la même chose, mais moi, je pense que vous pouvez encore, sans problème, utiliser cette loi de Brune, en prenant toutes les pincettes, mais en disant que aujourd'hui, c'est ce qu'on a. Merci. J'ai à nouveau une question à distance. Avez-vous connaissance de projets d'aménagement
dont la faisabilité a été remise en cause à cause de ce risque? En fait, je vais être un peu provocateur là, mais je me demande si on ne va pas arriver à Gravelines à se poser des questions à un moment sur les EPR, en fait. Notamment avec ce rapport de la Cour des comptes, là, voilà, en fait, il dit quelque chose d'assez raisonnable. Hein, c'est qu'une centrale nucléaire qui va durer 80 ans, elle sera donc plus exactement, elle sera opérationnelle pendant 60 à 80 ans. Donc en fait, elle sera en début de démantèlement au début du 22e siècle. Et là, on a des scénarios à 2-3 mètres d'élévation au niveau de la mer qui sont peu probables, mais qui peuvent intervenir, et on n'aura certainement pas envie qu'elle soit inondée. Et là, est-ce que c'est mieux de la mettre à Gravelines ou au pied d'une falaise? Bon, à Gravelines, il faudra aussi s'assurer que la route elle soit accessible, etc., etc. Donc ça pourrait être un projet d'aménagement, par exemple, où on se pose la question. Et je crois que la Cour des comptes a commencé à mettre le doigt dessus. Voilà. Alors d'autres projets d'aménagement, là, si j'essaie d'être un peu moins provocateur, où on se pose la question, si vous voulez, tout ce qui est PPR, finalement, c'est ça. Hein. Quand on regarde les plans de prévention des risques littoraux, c'est une mesure qui vise à rendre inconstructibles des zones basses en utilisant des modélisations de submersion marine qui montrent quelles sont les zones les plus exposées, en utilisant le scénario réglementaire de 60 cm d'élévation au niveau de la mer. Et à la fin, effectivement, vous avez des zones qui sont inconstructibles. Et ça pose beaucoup de problèmes, notamment à mon avis, parce qu'on n'a pas suffisamment communiqué pour expliquer pourquoi est-ce qu'on avait ces plans de prévention des risques et pourquoi est-ce qu'on avait l'élévation au niveau de la mer. Je pense que les gens ne sont pas au courant, voilà, tout simplement. Mais c'est un autre exemple, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, voilà, c'est toute la littérature sur ce qu'on appelle les setback zones, en fait. En fait, c'est des zones en fait, où on essaie de faire un tampon entre la mer et la terre. Donc, ce n'est pas forcément spécifiquement lié à l'élévation du niveau de la mer, ça peut être lié à de l'érosion qui est là depuis un certain temps. Mais il y a quand même beaucoup de sites en fait, où on réfléchit en fait, à laisser une zone tampon entre la mer et la terre pour laisser le trait de côte évoluer un peu plus librement entre une zone urbanisée qui est un peu en retrait et puis la zone maritime, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des réactions sur les sujets qui ont été traités? Oui. Merci pour la présentation. Par rapport à ce que vous dites, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre l'état de la science et les décisions qui sont prises par les politiques, etc. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage? Est-ce que vous avez des pistes pour y remédier, pour aligner en fait l'action des politiques publiques avec l'état de la science? En fin de présentation, vous avez dit qu'on avait 6 ans pour réduire nos émissions de CO2 par 2, enfin de diviser par 2. Effectivement, quand vous lisez le rapport du GIEC, en fait, les résumés aux décideurs, dans le rapport du groupe 2, c'était la section D. Voilà, il y a 4 parties. Il y a une section D sur les conditions favorables à s'adapter au changement climatique et puis également à s'atténuer quand on regarde le rapport du groupe 3. Et en fait, c'est quoi ces conditions? Déjà, c'est connaître les risques. Est-ce qu'on connaît bien les risques? En fait, généralement, non, en fait. Et moins on connaît les risques, plus on les sous-estime. Ça, c'est également des études de sociologie qui nous disent ça. Ensuite, il y a la question finalement de la volonté politique et du mandat politique que vous recevez. Est-ce que vous avez un mandat politique? Est-ce qu'aujourd'hui on a des gens au pouvoir qui ont un mandat politique pour faire ces transformations qui sont majeures en fait, qui vont transformer la vie des gens? En fait, en mieux, mais ça, il faudrait déjà qu'on ait regardé attentivement ce que c'est que ce sont ces mesures. En fait, non, on n'a pas ce mandat politique parce que c'est pas dans le débat public en fait. Donc on a déjà 2 cases qui ne sont pas cochées là. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. En fait, qui est responsable de la mise en œuvre de ces transitions? Et est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un suivi avec des échéances concrètes, etc. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi les solutions qu'on met en œuvre? Là, on en a parlé pour le côtier, mais si on va parler de l'agriculture, dans le rapport du GIEC, vous avez l'agroécologie, l'agroforesterie, des choses comme ça. C'est pas du tout sur la table du débat public en fait. Donc, en fait, en réalité, on n'a pas vraiment commencé la transformation. En fait, on n'a pas vraiment commencé la transition. Ça, c'est l'agence de l'environnement française qui le dit. Hein. Et puis, on a 6 ans devant nous pour diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, le rapport du GIEC, ce qu'il nous dit, c'est, en fait, on a une fenêtre d'opportunité qui est en train de se refermer pour atteindre les objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable, c'est une bonne santé, c'est un accès à l'eau de qualité, c'est des écosystèmes sains, c'est une économie qui fonctionne bien. En fait, c'est des choses dont tout le monde a envie que ça advienne, en fait. Mais on est en train de laisser échapper cette fenêtre d'opportunité de les atteindre. C'est ça que nous dit le rapport du GIEC. Ok, merci pour la réponse. Et donc du coup, peut-être qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'investir dans la communication de la science ou dans une politique de science ouverte, plus que dans des développements scientifiques en eux-mêmes. Ou peut-être que c'est ça la priorité, enfin je sais pas.
Il y a des ouais, enfin bon, si vous regardez le rapport du GIEC, il y a quand même des gaps en connaissances. Hein. À la fin de chaque section, vous avez en fait toute une série de choses qui sont trop mal connues aujourd'hui pour qu'on puisse faire une évaluation. Et par exemple, ce qui ressort beaucoup dans le rapport auquel je contribuais, c'est tout ce qui est événements en cascade, risques combinés, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a de la science à faire, ça c'est certain. Effectivement, le débat public autour des questions d'adaptation, là, il y a vraiment une question importante. Dans le rapport du groupe 1, ils appellent ça la climate literacy. Je ne sais pas traduire ça en français. C'est la question en fait de bien comprendre en fait qu'est-ce qui est en train de se passer. En fait, si vous voulez, il y a une figure dans le rapport de synthèse qui montre finalement quel est le changement que vivent des gens qui sont nés dans les années 70, quoi, c'est mon cas, et des gens qui sont nés dans la dernière décennie, c'est le cas de mes enfants. Mais en fait, les changements que vont vivre mes enfants sont bien plus importants que ceux que j'aurais vécu moi au cours de ma vie, en fait. Et personne, on n'en débat pas vraiment. On n'en débat pas vraiment. Donc oui, il y a vraiment des enjeux. Après, ce qu'il faut voir, c'est quand même dans le rapport du GIEC, il y a l'enjeu politique, mais il y a aussi beaucoup d'autres zones d'engagement possibles. Vous avez, par exemple, tout ce qui se passe au niveau des associations, de la démocratie locale, en fait. Le rapport du GIEC nous dit à plusieurs reprises qu'un débat de qualité, en fait, qui implique les communautés locales, mais vraiment de manière honnête, quoi. C'est-à-dire ne pas arriver avec une solution alors en essayant de la vendre, vraiment faire de l'interaction. Ça, c'est quelque chose d'efficace. Il nous dit également que, par exemple, l'engagement au sein des entreprises, c'est quelque chose qui peut fonctionner. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et il nous dit aussi beaucoup d'autres choses sur les lieux d'engagement au-delà de la simple sphère politique. Donc il n'y a pas que la politique qui peut résoudre le problème, mais de toute façon, c'est certain qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont des politiques publiques, en fait. Donc à un moment, il faudra bien qu'on ait des politiques publiques qui nous engagent réellement vers cette transition. Voilà. Sur ce sujet-là, il y a le Haut Conseil pour le climat, le rapport du Haut Conseil pour le climat qui évalue comment la France, où est-ce qu'elle en est de ces transformations en termes d'atténuation du changement climatique et d'adaptation, et qui fait des recommandations, contrairement au GIEC qui ne fait pas de recommandations. Donc ça vaut le coup en fait, d'aller voir le rapport du Haut Conseil pour le climat. Si vous regardez celui de 2022, qui a été un petit peu accusé d'être un peu complaisant, moi quand je le lis, je ne le trouve pas très complaisant. Hein. Il dit qu'on n'y est pas, quoi. Merci. On arrive au terme de notre conférence. Je vais avoir une dernière question pour vous. Et avant de poser cette question, je voudrais souligner sur la question justement de l'accessibilité de la communication scientifique, je voudrais souligner l'accessibilité des différents intervenants. Vous tous qui êtes membres du GIEC, vous avez été très rapidement disponibles, volontaires pour intervenir à nos côtés. Et je pense que ça, c'est très symbolique de cette volonté de votre part d'être les vecteurs de cette communication. Et je vous en remercie. La petite question finale que j'avais oubliée pour Florence Abetz, on a fait le reproche et à juste titre, c'est après avoir évoqué tous ces impacts, tous ces risques, est-ce qu'il y a une note d'espoir, est-ce qu'on peut terminer sur une touche un petit peu positive pour l'ensemble de nos auditeurs ? Si vous voulez, quand vous lisez le rapport du GIEC, vous voyez que en fait, ces objectifs de développement durable, ça vaut vraiment le coup d'aller les regarder de temps en temps. Bon, quand vous faites de la RSE, de la responsabilité sociale d'entreprise, vous les connaissez parfaitement. Ils sont atteignables, en fait. Ils sont en train de nous échapper, mais ils sont atteignables. Donc, oui, il y a un chemin, mais là, ça impose quand même d'aller regarder les solutions. Voilà. Et donc, je vous remercie de donner cette visibilité au rapport du GIEC, en fait. Voilà. Parce que au moment de la sortie du rapport du GIEC, j'étais tout seul chez moi et j'étais très peu sollicité. Merci beaucoup. Merci.